en guerre depuis plus de 50 ans. Alors que le corps de Hafez s'envole pour Kardaa, son village natal, pour y être enterré, en coulisses, le régime met la dernière main au scénario préparé dans les moindres détails pour permettre à Bachar de succéder à son père. Le Conseil du peuple modifie la Constitution et abaisse l'âge de candidature à la présidence de la République de 40 à 34 ans. Puis, Bachar est nommé général, commandant en chef des forces armées, élu secrétaire régional du parti Baas, le parti unique, et enfin désigné seul candidat à l'élection présidentielle. Tout cela en 2 semaines. Le pouvoir suprême est à portée de main. Mais le jeune homme se sent bien seul devant cette assemblée de caciques du régime qui l'applaudit comme elle a applaudi si souvent son père avant lui. Bachar sait qu'il est fragile. Ceux que l'on appelle la vieille garde, ce petit cercle composé des plus proches collaborateurs de Hafez, attendent le moindre faux pas. Ils savent qu'il n'est qu'un leader par défaut. Ce n'était pas lui le successeur désigné, mais son grand frère, Bassel. Né en 1965, Bachar est le 3e des 5 enfants de Hafez et le seul des 4 fils à ne pas avoir choisi une carrière militaire. Il a préféré devenir médecin. Mais le 21 janvier 1994, sa trajectoire prend une direction imprévue. Son frère aîné, Bassel, se tue en voiture à Damas. C'était lui l'héritier désigné. Charismatique, sportif, il dirigeait la fameuse garde républicaine, sorte d'armée prétorienne du régime. Hafez décide de faire de Bachar son successeur, alors qu'il ne s'intéressait pas du tout à la politique. Une grande partie du pouvoir de Bachar al-Assad, en Syrie même, va se construire sur la défection de la cabale, on peut dire, si l'on peut dire, ou du clan syrien qui s'occupe du dossier libanais jusque-là. L'élite syrienne a partie liée, mais très profondément, parfois même financièrement, politiquement, etc., à une partie de l'élite libanaise qui gravite, elle, autour de ce personnage emblématique et très puissant qui est Rafik Hariri au Liban. Rafik Hariri, homme politique et milliardaire, il a été le premier ministre du Liban entre 92 et 98. Bachar comprend qu'il représente un danger pour lui. L'homme est très riche. Le régime choisit l'épreuve de force et multiplie les arrestations de frères musulmans. Le 26 juin 1980, Hafez échappe de peu à un attentat. Sa réaction est immédiate. Il charge son frère Rifat, qui dirige les brigades de défense, des troupes d'élite composées d'alaouites, de mener la riposte. Le lendemain de l'attentat, ces soldats pénètrent dans la grande prison de Palmyre, où sont incarcérés des centaines de frères musulmans. C'est un massacre. أخذت باروتو ورشيته يعني كان مجموعة أنا رشيته الكلي يعني 15 واحد المجموعة اللي قتلوا بالسجن من عصابة الإخوان المسلمين كان حوالي 550 واحد. Ce soldat syrien a été arrêté à Amman en 1981 pour une tentative d'attentat sur le Premier ministre de Jordanie. C'est au cours de son interrogatoire filmé par la police jordanienne qu'il a évoqué sa participation à ce massacre. Ses aveux constituent le seul témoignage connu à ce jour du drame. Palmyre n'est qu'un début. Hafez veut éradiquer les frères musulmans de la scène politique. Il fait adopter la loi numéro 49 qui punit de mort l'appartenance à la confrérie. Une loi restée en vigueur sous Bachar. Le 2 janvier 1982, les frères musulmans se soulèvent et prennent les armes à Hama, une grande ville sunnite située à 200 km au nord de Damas. Hafez charge à nouveau son frère, Rifat, de réprimer l'insurrection, avec une violence inouïe. L'armée a envoyé des tanks, des avions, a utilisé des roquettes.
Des quartiers entiers ont été rasés, ainsi que des mosquées, des églises. L'opération s'appelait Terre brûlée. Les soldats ont détruit tout ce qui se dressait sur leur chemin. Ils ont tué des femmes, des enfants, des vieillards. Ils n'ont reculé devant rien. La violence de la répression de 1982 et des années qui ont suivi, l'interdiction des frères musulmans, les arrestations de beaucoup d'entre eux, tout cela peut s'expliquer par le sentiment qu'avait le régime d'être confronté à une menace existentielle. Pour lui, c'était vraiment tuer ou être tué. Meurtre de masse, viol, torture. Le bain de sang commis par l'armée syrienne dure 4 semaines, dans une indifférence quasi générale. Là non plus, il n'existe aucune image des massacres. Ces photos, prises après la répression, sont les seules qui témoignent des destructions. Plus de 30 ans après, il est toujours impossible d'établir un bilan précis des exactions. Les chiffres varient entre 15 000 et 30 000 victimes. On peut dire qu'il y a eu 20 000 morts. Chez nous, on dit que le sang ne s'oublie pas. Les gens n'oublient pas le sang versé par leurs proches. Les fils n'oublient pas leur père. Les frères n'oublient pas leurs frères. Après Hama, il n'existe plus d'opposition en Syrie. L'idée même d'une société civile a tout simplement disparu. Le 17 juillet 2000, Bachar al-Assad prête serment. Il sait que la tâche qui l'attend est considérable. Le système mis en place par son père est à bout de souffle. Ultra bureaucratisé, corrompu et inefficace. Un quart de la population active est au chômage. Le régime reposait essentiellement sur ses revenus pétroliers, à tel point que pendant les 3 dernières années de la présidence de Hafez el-Assad, il ne prenait même plus la peine de voter un budget. Il puisait directement dans les recettes. Quand Bachar est arrivé au pouvoir, les revenus du pétrole déclinaient déjà. Il a très vite réalisé que s'il ne faisait rien, s'il ne réformait pas l'économie, le régime allait mourir. Comprend que cette sorte de perestroïka qu'il a laissé se développer est en train de lui échapper. Même si le mouvement ne touche que les cercles intellectuels, il menace les fondements même de son régime. Et il décide de reprendre la main. Dès le printemps 2001, les arrestations se multiplient. Ses opposants, des hommes d'affaires, des universitaires ou des députés, seront tous condamnés à des peines de plusieurs années de prison. Bachar a tranché, l'ouverture politique appartient définitivement au passé. Les opérations économiques doivent avoir un lien quelconque avec la famille, les services de renseignement ou le parti. Et il ne peut en aucun cas avoir une activité économique indépendante. Sinon, le régime utilise tous les moyens de pression possibles pour qu'il fasse faillite. Le mécanisme sécuritaire gère les affaires économiques. Bachar a créé une nouvelle classe d'hommes d'affaires alaouites. Ils existaient, mais ils n'étaient pas aussi riches que les commerçants d'Alep ou de Damas. Rami Marlouf, le cousin du président, est le plus important de ces businessmen alaouites. Il rafle toujours les meilleurs contrats, comme par exemple les concessions de téléphonie mobile, qui ont rapporté beaucoup d'argent en Syrie, et qui en rapportent encore aujourd'hui. La fortune personnelle de Rami Marlouf, le cousin de Bachar, est estimée à 6 milliards de dollars. Téléphonie mobile, luxe, tourisme, immobilier, pétrole, banque, médias, rien ne lui échappe. Il incarne à lui seul le système de prédation économique du clan Assad. Et c'est pour cela que les Syriens le détestent. Un tel système ne permet pas au marché du travail d'absorber une population qui ne cesse de croître. Les Syriens sont 21 millions, ils étaient 10 millions en 19...
Et 50% d'entre eux ont moins de 20 ans. Bachar ne pourra pas faire taire la société syrienne à l'heure d'Internet. Il ne peut plus empêcher l'opposition de parler. Hafez el-Assad pouvait emprisonner pendant 20 ans les gens sans que personne n'en sache rien. Cela n'est plus possible aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on puisse s'habituer à l'injustice. L'injustice mène à la frustration, à l'ébullition, puis à l'explosion. Le fait que cela dure depuis si longtemps, cela ne veut pas dire que la population accepte cela ou qu'elle s'y est habituée. Cette stabilité du régime n'est qu'apparente. En réalité, ce régime est instable et menacé de tomber à tout moment. Mars 2011. Dans la foulée des révolutions en Tunisie et en Égypte, des Syriens se soulèvent. Après 40 ans de dictature et de répression, ils réclament l'instauration de la démocratie. Ils manifestent sans violence. Les mots sont leurs seules armes. Comme son père avant lui, Bachar el-Assad réprime. Bouclage du pays, emprisonnement, torture, exécution, bombardement. Des centaines et des centaines de morts, des milliers d'arrestations. Le régime n'a rien appris, rien compris. De père en fils, les Assad ne connaissent que la force. Contrairement au massacre commis par son père à Hama en 1982, cette fois-ci, le monde entier sait et voit ce que Bachar fait subir à son peuple. Avec un courage inouï, des Syriens filment tout ce qu'ils peuvent et postent les vidéos sur Internet. Personne ne pourra dire « on ne savait pas ». En quelques semaines, des dizaines de villes rejoignent la contestation. Des femmes, des hommes, des enfants descendent dans la rue, toujours plus nombreux. Ils veulent désormais la chute d'un régime dont ils n'attendent plus rien. Assad est condamné à tomber. Le clan des Assad est condamné à tomber, tôt ou tard. حماه 1/7/2011 جمعة برحان